Dans cet épisode, nous plongeons dans les attaques de requins les plus horrifiantes. D'un plongeur commercial qui a accepté un travail en oubliant les dangers que la nuit offre dans l'océan à un plongeur de récupération qui n'a pas remarqué qu'un requin mako rôdait à proximité. Mais d'abord, parlons d'un surfeur qui s'est retrouvé dans les mâchoires d'un grand requin blanc. Le matin du 15 juin 2014 s'est levé clair et frais le long de la côte escarpée de la Californie. Une douce brise au large a sculpté les vagues jusqu'à la perfection au parc d'État d'Año Nuevo, créant les conditions vitrées dont rêvent les surfeurs sérieux. La lumière matinale a peint l'eau en nuances d'or et de turquoise, promettant une autre belle journée au paradis. Zéphir Castellano s'était réveillé depuis 5h30. Son horloge interne parfaitement réglée pour attraper les sessions de patrouille à l'aube que la plupart des surfeurs m'encadrent. À 26 ans, l'employé du magasin de surf de Half Moon Bay incarnait la culture du surf californien. Cheveux décolorés par le soleil, bronzage permanent et un enthousiasme contagieux pour chevaucher les vagues qui frôlaient l'obsession. Ses collègues le connaissaient comme celui qui se mettait à l'eau quelles que soient les conditions, celui qui préférait la solitude aux foules et semblait toujours trouver les meilleures vagues quand les autres restaient à la maison. Zeph surfait ses eaux depuis 8 ans, suffisamment longtemps pour connaître chaque récif, chaque courant et chaque subtil changement de l'humeur de l'océan. Ses amis le décrivaient comme intrépide, parfois imprudemment, avec une tendance à repousser les limites que les surfeurs plus prudents respectaient de loin. Il était du genre à surfer pendant les tempêtes, à pagayer dans le noir et à explorer des spots que d'autres jugeaient trop dangereux. Ce que Zeph ne considérait pas, c'était que le parc d'État d'Año Nuevo se trouve à côté de l'une des plus grandes colonies d'éléphants de mer de Californie. Pendant la saison des naissances, qui s'étend d'avril à septembre, les eaux autour de la colonie deviennent un terrain de chasse pour l'un des prédateurs les plus redoutables de l'océan. À 6h30 du matin, Zeph est allé pagayer dans la file, se positionnant à environ 200 mètres du rivage. L'eau était d'une clarté cristalline, la visibilité s'étendait jusqu'à 4,50 m jusqu'au fond sablonneux parsemé de forêts de kelp. Les pélicans et cormorans qui d'ordinaire peuplaient les rochers étaient introuvables. Mais Zeph était trop concentré sur la prochaine vague pour prêter attention aux signes d'avertissement de la nature. Pendant l'heure suivante, Zeph a surfé seul au paradis, vague après vague, parfaite déferlait, chacune meilleure que la précédente. Il vivait la session de ses rêves, du genre qui deviendrait légendaire parmi ses amis du surf shop. Le soleil montait dans le ciel, peignant l'eau de bleu et de verts éclatants. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sous la surface, un grand requin blanc femelle de 4,50 m chassait dans la région depuis l'aube. Les grands requins blancs sont les prédateurs ultimes des océans, des machines à tuer parfaitement évoluées qui sont restées pratiquement inchangées pendant des millions d'années. Ces chasseurs magnifiques peuvent atteindre 6 mètres de long et peser plus de 2270 kg. Leurs corps en forme de torpilles peuvent les propulser dans l'eau à des vitesses dépassant 56 km/h et leurs mâchoires contiennent jusqu'à 300 dents dentelées disposées en plusieurs rangées. Pendant la saison des naissances des éléphants de mer, les grands blancs matures patrouillent ces eaux comme des sentinelles silencieuses, attirées par l'abondance de proies. Le massif prédateur avait patrouillé les zones d'alimentation de la colonie de phoques lorsque la silhouette de Zeph attira son attention. Vu d'en bas, un surfeur sur une planche présente presque le même profil qu'un phoque, la proie préférée du requin. À 7h45 du matin, alors que Zeph était assis sur sa planche en attendant la prochaine série, l'attaque est survenue avec une soudaineté dévastatrice. Le grand blanc a frappé directement par en dessous avec une force explosive, propulsant à la fois Zeph et sa planche à plusieurs mètres dans les airs. L'impact a été si violent que 2 autres surfeurs qui venaient de sortir ont été témoins de toute l'attaque se déroulant dans des détails horrifiants. Les mâchoires massives du requin se sont refermées sur le torse de Zeph avec une force écrasante, ses dents dentelées conçues par l'évolution pour déchirer chair et os. La première morsure a causé des traumatismes massifs à sa poitrine et à son abdomen, sectionnant les principaux vaisseaux sanguins et provoquant des blessures internes catastrophiques. Les cris de Zeph résonnèrent sur l'eau alors que le prédateur le secouait violemment avant de le relâcher et de disparaître dans les profondeurs. Les 2 surfeurs témoins ont immédiatement pagayé vers Zeph, appelant les urgences tout en essayant de le mettre sur l'une de leurs planches. Le sang coulait de multiples plaies, transformant l'eau cristalline en une couleur cramoisie. Malgré leurs efforts désespérés pour le garder conscient et appliquer une pression sur ses blessures, Zeph perdait du sang à un rythme alarmant. Les bateaux de sauvetage de la garde côtière sont arrivés 18 minutes après l'appel d'urgence, mais il était déjà trop tard. Zeph avait subi des blessures non mortelles lors de l'impact initial et est mort d'une perte de sang avant que les bateaux de sauvetage ne puissent atteindre la Seine. L'enquête a révélé que pendant la saison de Misba, Año Nuevo accueille généralement entre 10 et 15 grands requins blancs à tout moment. Zeph s'était positionné directement dans leur couloir de chasse pendant leur période d'alimentation la plus active. Mais tandis que les eaux au large de la Californie ont pris une vie dans leur ancien rythme de prédateurs, à des centaines de kilomètres au sud-est, dans les ports animés de Floride, un autre professionnel des océans était sur le point de découvrir que certaines des rencontres les plus dangereuses se produisent non pas dans une nature vierge, mais dans les eaux industrielles troubles où les requins bulldogs patrouillent. Le 22 août 2015 s'est levé chaud et humide en Floride du Sud.
Le soleil du matin frappait impitoyablement les quais en béton de Port Everglades, où l'air brillait avec des vagues de chaleur montant du trottoir. À 14 heures, la température avait grimpé à 14 degrés Fahrenheit et la marée montante commençait à pousser de l'eau plus chaude de l'Atlantique dans le dédale de canaux et de quais de la marina du port. Ryan Blackwater essuya la sueur de son front alors qu'il chargeait son équipement de plongée à l'arrière de son pick-up. À 29 ans, il s'était forgé une réputation en tant que l'un des plongeurs commerciaux les plus fiables du sud de la Floride. Le gars que les propriétaires de bateaux appelaient lorsqu'ils avaient besoin de nettoyage de coques, de réparation d'hélices ou de maintenance sous-marine dans des conditions qui faisaient hésiter d'autres plongeurs. Ses mains usées et sa peau abîmée par le soleil racontaient l'histoire de 5 années passées à travailler sous la surface dans certains des environnements aquatiques les plus difficiles de la côte Est. Les amis d'Orion le connaissaient comme un preneur de risques qui aimait les travaux difficiles que d'autres n'oseraient pas toucher. C'était le plongeur qui travaillait dans des eaux à visibilité nulle, naviguait autour de massives hélices de navires et nettoyait les coques dans les ports où la plupart des professionnels refusaient d'entrer. Cet après-midi-là, Orion a reçu un appel de dernière minute du capitaine d'un charter de pêche sportive qui venait de rentrer d'un voyage réussi. La coque du bateau était couverte de croissance marine affectant les performances et ils avaient besoin que le nettoyage soit fait immédiatement pour un autre départ de location le lendemain matin. Le travail payait le double du tarif habituel pour un travail urgent. De l'argent qu'Orion ne pouvait pas se permettre de refuser. Malgré les signes d'avertissement, l'eau trouble du port, la marée montante et le sang et les restes de poissons flottant encore autour du bateau après la récente charte, Orion a décidé de prendre le travail. Port Everglades est un canal de navigation majeur qui se connecte directement à l'océan Atlantique, créant une autoroute pour la vie marine se déplaçant entre les eaux profondes et les zones portuaires peu profondes. La marée montante agit comme une cloche à dîner pour les prédateurs opportunistes. À 14h45, Orion s'est habillé et a vérifié son équipement une dernière fois. L'eau dans la place de la marina était d'un brun vert trouble, la visibilité limitée à environ 3 pieds. Des écailles de poissons et du sang du dernier voyage du charter flottaient à la surface, créant un arc-en-ciel irisé qui aurait dû alerter tout plongeur expérimenté. Il est entré dans l'eau avec son équipement de nettoyage et est descendu jusqu'à la ligne de flottaison du bateau, commençant le processus méthodique de grattage des croissances marines sur la coque en fibre de verre. Le travail était routinier. Il avait nettoyé des centaines de bateaux similaires dans des conditions similaires. Ce que Orion ne savait pas, c'était qu'un requin taureau de 2,7 mètres avait suivi la marée montante dans le port, attiré par l'odeur du sang de poisson et de l'appât qui menait directement à son lieu de travail. Les requins bulldogs sont parmi les requins les plus dangereux au monde, non pas à cause de leur taille, bien qu'ils puissent atteindre 11 pieds et peser plus de 500 livres, mais à cause de leur physiologie unique et de leur tempérament agressif. Contrairement à la plupart des requins, les requins bulldogs peuvent tolérer à la fois l'eau salée et l'eau douce, ce qui leur permet de se déplacer dans les ports où les humains s'y attendent le moins. Le requin avait patrouillé à l'entrée du port lorsque les signaux olfactifs ont déclenché sa réaction alimentaire. Les requins bulldogs sont des prédateurs embusqués qui comptent sur la discrétion et la puissance explosive pour capturer leur proie. Dans les eaux troubles, ils utilisent leur sens aigu de l'odorat et l'électroréception pour localiser leur cible, s'approchant souvent par en dessous ou par derrière, là où la visibilité est la plus limitée. 20 minutes après le début du travail, alors qu'Orion travaillait à une profondeur de 8 pieds, en raclant les balanes de la quille du bateau, le requin bulldog a attaqué sans avertissement. L'attaque est venue de derrière et en dessous, les puissantes mâchoires du requin se refermant sur le torse d'Orion avec une force écrasante. L'impact l'a projeté contre la coque du bateau et son détendeur a été arraché de sa bouche alors que le prédateur commençait son comportement de fouet caractéristique. Orion s'est battu désespérément, frappant le museau du requin et essayant d'atteindre son couteau de plongée, mais la prise de l'animal était incassable. Les secousses ont continué pendant près de 30 secondes avant que le requin ne relâche son emprise et ne disparaisse dans l'eau trouble. Les agents de la patrouille du port ont trouvé Orion flottant face vers le bas 15 minutes plus tard, alerté par d'autres plaisanciers qui avaient entendu le vacarme et vu du sang dans l'eau. Malgré les efforts immédiats de RCP et le traitement médical d'urgence, il avait subi de graves blessures au torse et aux jambes et est mort d'une hémorragie. Mais tandis que les eaux troubles des ports de Floride se sont révélées mortelles pour un plongeur commercial, à des milliers de kilomètres dans les eaux cristallines d'Hawaï, un jeune biologiste marin était sur le point de découvrir que parfois les sujets de nos recherches ont leur propre plan pour la soirée. Le 12 octobre 2016 a apporté des conditions parfaites à la légendaire côte nord d'Oahu. Les alizés s'étaient calmés jusqu'à devenir un doux murmure, laissant la surface de l'océan comme un verre poli qui reflétait le ciel bleu éclatant d'Hawaï. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, le soleil commençait sa descente vers l'horizon, peignant l'eau de nuances d'or et d'ambre. Dex Thornfield préparait son matériel de recherche sur le pont du navire de recherche de 28 pieds de l'université. À 25 ans, l'étudiant diplômé en biologie marine de l'université d'Hawaï incarnait le parfait mélange de rigueur académique et de mode de vie insulaire.
Ses cheveux bruns, aux reflets ensoleillés et son sourire facile masquaient une intense dévotion à ses recherches qui avait impressionné ses professeurs et lui avait valu une place convoitée dans le programme de comportement des requins de l'université. Ce soir-là, Dex effectuait sa dernière plongée de collecte de données pour un chapitre sur le comportement crépusculaire des requins-tigres, leur tendance à devenir plus actifs à l'aube et au crépuscule. Le site de plongée au large de Haleiwa était parfait pour sa recherche. Un système de récifs peu profond à 6 mètres de profondeur où les requins-tigres apparaissaient régulièrement en fin de journée. Les requins-tigres sont parmi les prédateurs les plus redoutables de l'océan, capables d'atteindre une longueur de 18 pieds et de peser plus de 2000 livres. Leur motif rayé distinctif leur donne leur nom, mais c'est leur régime alimentaire incroyablement diversifié et leurs mâchoires puissantes qui les rendent vraiment remarquables. Les requins-tigres sont souvent appelés les poubelles de la mer, car ils mangent presque n'importe quoi. Poissons, phoques, tortues, oiseaux et même des déchets. À 18h20, alors que le soleil était bas à l'horizon, projetant de longues ombres sur le récif, Dex est descendu dans l'eau cristalline. La visibilité était excellente, près de 80 pieds, lui permettant d'observer l'écosystème du récif avec une précision étonnante. Il avait plongé seul, une décision qui violait les protocoles de sécurité standards mais qui était parfois nécessaire pour la recherche comportementale où plusieurs plongeurs pourraient altérer les comportements des requins. Pendant les 20 premières minutes, la plongée s'est déroulée exactement comme prévu. Dex a observé la transition typique du soir, alors que les espèces de poissons diurnes cherchaient le refuge dans le récif tandis que les chasseurs nocturnes commençaient à émerger. 18h40, alors que le crépuscule s'intensifiait, Dex remarqua une grande ombre se déplaçant le long du bord du récif. Son pouls s'accéléra d'excitation lorsqu'il reconnut la silhouette distinctive d'un requin-tigre adulte, exactement ce qu'il espérait observer. Le requin était magnifique, environ 3,30 m de long, avec la tête large caractéristique et la silhouette puissante d'une femelle adulte. Ses rayures de tigre distinctives étaient clairement visibles dans la lumière déclinante et elle se déplaçait avec l'assurance et la lenteur d'un super prédateur surveillant son territoire. Dex a commencé à documenter les mouvements du requin, notant son comportement de recherche méthodique alors qu'elle examinait les crevasses et les surplombs où des proies pouvaient se cacher. Pendant les heures de crépuscule, ce comportement d'enquête devient plus prononcé alors qu'il chasse activement diverses espèces de proies. Le comportement du requin suivait initialement les schémas que Dex avait observés lors de rencontres précédentes, des mouvements de chasse systématiques, des pauses occasionnelles pour enquêter sur des odeurs ou des vibrations intéressantes, et le mouvement caractéristique de balancement de la tête qui les aide à localiser les proies. Mais alors que la lumière continuait de diminuer et que les instincts de chasse du requin devenaient plus prononcés, son comportement a commencé à changer. Elle a commencé à se déplacer plus directement, son schéma de nage devenant moins exploratoire et plus intentionnel. Ce que Dex n'avait pas réalisé, c'est qu'il était devenu le centre de son attention, non pas en tant que chercheur observant un sujet, mais comme une proie potentielle qui avait déclenché sa réponse prédatrice pendant les heures de chasse de crépuscule. L'attaque est survenue avec une soudaineté choquante. Un instant, Dex filmait l'approche du requin, excité par les données comportementales de proximité qu'il collectait. L'instant suivant, 900 kg de prédateurs de sommet le frappèrent de côté avec une force dévastatrice. Les mâchoires massives du requin-tigre se refermaient sur son torse, ses dents dentelées conçues par l'évolution pour trancher les matériaux les plus résistants, pénétrant sa combinaison de plongée et son corps avec une précision chirurgicale. L'impact a projeté Dex contre le récif corallien, sa caméra et son équipement épars sur le fond sablonneux. Il luttait désespérément, essayant de repousser le museau du requin, mais la prise de l'animal était inébranlable. L'attaque a duré moins d'1 minute, mais les dégâts ont été catastrophiques. Quand le requin a finalement relâché sa prise et a disparu dans l'eau sombre, Dex a été laissé avec un traumatisme massif à la poitrine et à l'abdomen. Le sang a troublé l'eau autour de lui alors qu'il luttait pour atteindre la surface. Son entraînement de plongée prenant le dessus même si son corps était en état de choc. Son partenaire de recherche sur le bateau a entendu la commotion et a vu le sang dans l'eau, appelant immédiatement à l'aide d'urgence. Les nageurs sauveteurs de la garde côtière l'ont atteint en 12 minutes, mais la morsure puissante du requin-tigre avait causé des blessures massives à son torse et il est mort de ces blessures avant que les sauveteurs ne puissent le mettre en sécurité. La mort de Dex Thornfield était une ironie tragique. Un chercheur dévoué qui avait passé des années à étudier le comportement des requins-tigres est finalement devenu une victime des mêmes prédateurs qu'il cherchait à comprendre. L'enquête a révélé que Dex menait des recherches pendant les heures d'activité maximale des requins-tigres dans une zone connue pour des rencontres agressives. Les biologistes marins ont noté que sa présence pendant la période de chasse la plus active des requins avait créé des conditions propices à une réponse prédatrice plutôt qu'à l'observation passive qu'il avait prévue. Mais tandis que les eaux crépusculaires d'Hawaï ont réclamé la vie d'un chercheur dévoué, à des milliers de kilomètres de là, dans les eaux bleu profond au large de la Floride, un autre passionné de l'océan était sur le point de découvrir que parfois les rencontres les plus dangereuses ne se produisent pas près du rivage mais dans le vaste océan ouvert. Le 18 mars 2017 s'est levé avec des conditions parfaites dont rêvent les photographes sous-marins. À 45 miles, 72 km, au sud-est de Key West, l'eau bleue cristalline du Gulf Stream s'étendait à l'infini vers l'horizon, sa surface à peine troublée par les ondulations les plus douces. Le soleil brillait intensément dans un ciel sans nuages, projetant des rayons de lumière éclatante dans la colonne d'eau.
Phoenix Waverly ajusta le boîtier de sa caméra alors qu'il se préparait pour ce qu'il espérait être la plongée de sa carrière. À 32 ans, le photographe sous-marin indépendant avait constitué un portfolio impressionnant en photographiant pour des magazines de plongée et des soumissions à National Geographic. Mais il n'avait jamais capturé les images qui établiraient véritablement sa réputation dans le monde compétitif de la photographie marine. Son visage, marqué par le soleil, et ses mains calleuses, racontèrent l'histoire de 6 années passées à chasser le cliché parfait dans certains des environnements sous-marins les plus difficiles au monde. Ce matin-là, Phoenix avait affrété un bateau pour l'emmener aux coordonnées où des requins longimanes avaient été signalés. Ces magnifiques prédateurs étaient exactement ce dont il avait besoin pour son dernier projet, un essai photo sur les prédateurs de l'océan pour une grande publication de plongée. Le site de plongée était parfait. Une eau bleue profond avec une excellente visibilité s'étendant sur 45 mètres dans toutes les directions, avec le fond à plus de 600 mètres en dessous. À 13h30, Phoenix est entré dans l'eau avec son équipement de caméra et un sac enfilé contenant du maquereau et des sardines congelées. La température de l'eau était une parfaite 78 degrés et la visibilité était si claire qu'il pouvait voir la ligne de l'ancre du bateau disparaître dans les profondeurs bleues en dessous. Le premier requin océanique à pointe blanche est apparu en quelques minutes, se matérialisant hors du bleu comme un fantôme. Le cœur de Phoenix battait la chamade avec excitation alors qu'il reconnaissait les nageoires qu'à la pointe blanche distinctive et la carrure robuste d'un mâle mature, probablement de 3 mètres de long. Contrairement aux espèces de requins côtiers, qui pourraient être prudents près des humains, les requins océaniques à pointe blanche sont connus pour leur curiosité intrépide et leur tendance à enquêter sur tout ce qui entre dans leur domaine. On les appelle souvent les chiens de mer en raison de leur approche persistante, presque agressive envers les sources potentielles de nourriture. Le requin s'est approché avec l'assurance caractéristique et audacieuse de son espèce, faisant des cercles autour de Phoenix à une distance d'environ 20 pieds, tout en évaluant ce nouvel ajout à son territoire. Phoenix a commencé à photographier immédiatement, capturant les mouvements gracieux du requin alors qu'il patrouillait dans la colonne d'eau. Pour attirer le requin plus près pour des portraits plus intimes, Phoenix a ouvert son sac d'appât et a relâché une petite quantité de sang et d'huile de poisson dans l'eau. L'effet a été immédiat et spectaculaire. Le comportement du requin océanique à pointe blanche a changé instantanément, ses mouvements devenant plus directs et déterminés alors que son instinct de chasse était déclenché par l'odeur de la proie. En quelques minutes, 2 autres requins océaniques à pointe blanche me sont apparus, attirés par les signaux chimiques se dispersant dans l'eau. Phoenix s'est retrouvé entouré de 3 magnifiques prédateurs, chacun plus grand et des plus impressionnants que le précédent. Pendant près d'1 heure, Phoenix a capturé des images incroyables alors que les requins examinaient l'appât et tournaient autour de sa position. Mais au fur et à mesure que l'appât se dispersait dans l'eau et que plus de requins arrivaient, la situation commençait à changer. Les requins océanites à pointe blanche devenaient de plus en plus excités. Les mouvements sont devenus plus erratiques et agressifs à mesure que leur réponse alimentaire s'intensifiait. Phoenix, concentré sur la capture de la photo parfaite, n'a pas immédiatement reconnu les signes d'avertissement. Quand il a finalement décidé qu'il était temps de remonter à la surface, il a découvert que la situation était devenue bien plus complexe qu'il ne l'avait prévu. Alors que Phoenix commençait son ascension vers la surface, la plus grande femelle requin océanique à pointe blanche a intercepté son chemin, son comportement clairement agressif plutôt que simplement curieux. Le requin avait été stimulé en mode d'alimentation par l'appât et les mouvements de Phoenix ont déclenché sa réponse prédatrice. L'attaque est survenue alors que Phoenix atteignait une profondeur de 30 pieds, encore à 200 mètres du bateau de plongée. Le requin océanique longimane femelle a frappé par en dessous avec une force dévastatrice, ses puissantes mâchoires se refermant sur son torse. L'impact l'a entraîné plus profondément dans l'eau. Son détendeur arraché de sa bouche alors que le requin commençait le comportement de secousse caractéristique que les requins à pointe blanche océanique utilisent pour désorienter et affaiblir leur proie. Phoenix se battait désespérément, frappant le museau du requin et essayant d'atteindre son couteau de plongée. Mais la prise de l'animal était incassable. L'attaque a duré près d'1 minute avant que le requin ne lâche prise, pour être remplacé par l'un des autres requins à pointe blanche qui tournait à proximité. La frénésie alimentaire qui a suivi a été rapide et brutale. Plusieurs requins ont attaqué successivement, chacun attiré par le sang dans l'eau et le comportement alimentaire compétitif des autres. L'équipement de caméra de Phoenix a coulé dans les profondeurs alors qu'il luttait pour atteindre la surface, mais les attaques répétées avaient causé des blessures massives à son torse et à ses membres. L'équipage du bateau de plongée, alerté par le bruit et le sang visible à la surface, a rejoint Phoenix en 15 minutes. Malgré les premiers secours immédiats et le traitement médical d'urgence, il avait subi des blessures mortelles causées par de multiples morsures au torse et aux membres et une mort de la perte de sang et du traumatisme pendant l'évacuation en hélicoptère. L'enquête a révélé que Phoenix avait enfreint plusieurs protocoles de sécurité pour la photographie de requins en pleine mer, notamment en plongeant seul, en utilisant des appâts pour attirer les prédateurs et en travaillant sans équipement de sécurité approprié. Les biologistes marins ont noté que les requins océaniques à pointe blanche sont particulièrement dangereux lorsqu'ils sont artificiellement stimulés par des appâts. Mais tandis que les eaux bleues infinies du Gulf Stream ont coûté la vie à un photographe à des centaines de kilomètres au nord, au large des côtes du Massachusetts, un autre professionnel de la mer était sur le point de découvrir que parfois, les prédateurs les plus rapides de la mer frappent avec une vitesse qui ne laisse aucune chance d'évasion. Le 15 juillet 2013 a offert des conditions de plongée parfaites dans les eaux au large de Cape Cod, Massachusetts.
Le soleil d'été brillait dans un ciel sans nuages, et l'océan Atlantique s'étendait à l'infini vers l'horizon dans des tons de bleu et de vert profond. Une douce brise du sud-ouest créait juste assez de clapotis à la surface pour oxygéner l'eau, tandis que la visibilité sous l'eau s'étendait à une impressionnante douzaine de mètres. Le capitaine Reef, Sharky, Maddox, essuya les éclaboussures de sel de son visage buriné alors qu'il positionnait son navire de récupération au-dessus des coordonnées GPS qu'il avait marquées 3 jours plus tôt. À 35 ans, Reef incarnait tout ce qui rendait les plongeurs commerciaux de la Nouvelle-Angleterre légendaires. Dur, ingénieux et prêt à s'attaquer à des travaux que d'autres considéraient comme trop dangereux ou non rentables. Son surnom, Sharky, n'avait pas été gagné à la suite de rencontres avec des prédateurs, mais en raison de ses tactiques commerciales agressives et de sa capacité à flairer les opportunités dans l'eau comme un requin détectant du sang. Reef avait construit son entreprise de sauvetage marin à partir de rien grâce à 12 ans d'expérience en plongée commerciale. Il avait récupéré de tout, des yachts coulés aux équipements de pêche perdus, se bâtissant une réputation comme celui qui pouvait trouver et récupérer tout ce qui finissait au fond de l'océan. Ses clients le connaissaient comme fiable et intrépide, du genre à plonger dans les tempêtes, à travailler dans une visibilité nulle et à entreprendre des récupérations que les compagnies d'assurance avaient déclarées impossibles. Ce matin-là, Reef se préparait pour ce qui aurait dû être une opération de récupération de routine. 3 jours plus tôt, un bateau de pêche sportif de 42 pieds avait coulé lors d'une bourrasque soudaine en revenant d'une sortie de pêche réussie. Le bateau avait sombré dans 10 mètres d'eau avec des équipements électroniques et de pêche précieux à bord. Le travail était particulièrement attrayant car le bateau transportait du matériel de pêche haut de gamme d'une valeur de plus de 50 000 $ et le contrat de Reef incluait un pourcentage de la valeur récupérée. Le navire ciblait le thon rouge et utilisait de grandes quantités de poissons appâts pour attirer les énormes prédateurs. Lorsque le bateau a coulé, tout cet appât a sombré avec lui, créant un buffet sous-marin qui attirerait les charognards et les prédateurs pendant des semaines. Ce qui rendait ce sauvetage particulièrement dangereux, c'était le moment et le lieu. Juillet marque le sommet de la saison d'alimentation estivale au large de Cape Cod, lorsque les eaux deviennent une autoroute pour les espèces de poissons migrateurs et les prédateurs qui les suivent. À 10h30, Reef a enfilé son équipement de plongée commerciale et effectué ses derniers contrôles d'équipement. La température de l'eau était de 20 degrés Celsius et le courant doux rendrait la navigation autour de l'épave relativement facile. Il est entré dans l'eau avec ses outils de découpe et ses sacs de récupération, descendant le long de la ligne d'ancrage vers le navire coulé. La visibilité était excellente, lui permettant de voir l'ensemble de l'épave à son approche. Des bancs de poissons appâts avaient déjà découvert le bateau attiré par les appâts en décomposition et les restes de poissons qui continuaient de s'écouler des caisses à poissons et des viviers à appâts du navire. L'épave présentait une scène sous-marine surréaliste avec des cannes à pêche encore dans leur support et des boîtes à pêche visibles à travers les fenêtres de la cabine. Reef a commencé son processus de récupération systématique en commençant par les objets les plus précieux dans la cabine du bateau. Le travail était routinier. Il avait effectué des récupérations similaires des dizaines de fois. Il utilisait ses outils de coupe pour accéder aux compartiments verrouillés et emballer soigneusement les appareils électroniques et les effets personnels pour les transporter à la surface. Ce que Reef ne savait pas, c'est qu'un requin mako de 2,5 mètres avait été attiré sur le site de l'épave par la traînée d'odeur d'appât en décomposition. Les requins makos sont les voitures de Formule 1 du monde des requins, capables d'atteindre des vitesses dépassant 72 km/h et de faire des sauts spectaculaires jusqu'à 6 mètres hors de l'eau. Ces prédateurs magnifiques peuvent atteindre 12 pieds de longueur et peser plus de 1000 livres avec un corps en forme de torpille parfaitement conçu pour la poursuite de proies à grande vitesse. Les makos sont connus pour leur incroyable intelligence et leur comportement parfois agressif, en particulier autour des bateaux de pêche où l'appât et le sang dans l'eau peuvent déclencher leur réponse alimentaire. Le prédateur suivait la migration des thons lorsque les signaux chimiques du navire coulé ont déclenché sa réponse d'investigation. Les makos sont connus pour leur curiosité envers les objets inhabituels, et la combinaison d'une grande structure artificielle et de parfums alimentaires abondants a rendu l'épave irrésistible pour les instincts prédateurs des requins. 5 minutes après le début de la plongée, alors que Reef travaillait à l'intérieur de la cabine du bateau pour récupérer des appareils électroniques, le requin mako est arrivé sur le site de l'épave. Le prédateur s'est approché avec la rapidité fulgurante caractéristique de son espèce, parcourant la distance du bord de la visibilité jusqu'à l'épave en quelques secondes. L'attaque a été d'une soudaineté dévastatrice et d'une vitesse incroyable. Un instant, Reef était concentré sur le retrait de l'équipement du tableau de bord du bateau. L'instant suivant, 363 kg de prédateurs suprêmes l'ont frappé avec la force d'une torpille. Les puissantes mâchoires du mako se sont refermées sur son torse, les dents spéciales du requin pénétrant sa combinaison et son corps avec une force écrasante. L'impact a projeté Reef contre le mur de la cabine du bateau, son équipement éparpillé sur le site de l'épave. L'attaque du mako était caractérisée par la vitesse explosive et la puissance qui rendent ces requins si redoutables. Il n'y a pas eu d'avertissement, aucune chance de se défendre et aucune possibilité de s'échapper une fois que le prédateur s'était engagé dans son attaque. L'attaque a duré moins de 2 minutes, mais les dégâts ont été catastrophiques. Lorsque le mako a finalement relâché son emprise et a disparu dans l'eau bleue, Reef a été laissé avec des blessures qui menaçaient immédiatement sa vie.
L'équipe de soutien en surface a entendu le tumulte à travers son système de communication et a immédiatement commencé les procédures d'ascension d'urgence. Malgré leur réponse rapide et leurs efforts de premiers secours immédiats, Riff avait subi des blessures internes massives à cause de la puissante morsure du requin mako. Les dents du requin avaient pénétré des vaisseaux sanguins et des organes majeurs, provoquant des saignements internes qui dépassaient les possibilités de traitement sur le terrain. Il a perdu connaissance lors de la remontée d'urgence et est décédé d'un traumatisme massif avant d'être ramené à la surface. Ces derniers instants ne furent pas passés en maître de son domaine sous-marin, mais en victime de la machine à tuer la plus parfaitement conçue de la nature. L'enquête a révélé que les requins mako étaient notés connus pour fréquenter la région pendant les mois d'été, suivant la migration des thons. Les biologistes marins ont noté que la part en décomposition du bateau coulé avait créé des conditions qui attireraient naturellement les prédateurs. Et la présence de Riff pendant les heures de pointe de nourrissage avait entraîné une rencontre fatale. Merci d'avoir regardé. Vous voulez voir plus? Cliquez sur votre écran maintenant.